Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une nouvelle vidéo sur les généraux à potentiel en Duel Commander. Donc dans cette vidéo, on va commencer par les bases en fait avec la liste des généraux top tier, les généraux à haut potentiel et un peu les oubliés qui ont moins perfé en ce moment mais qui restent forts et les généraux qui émergent en ce moment et qui pourraient se révéler forts. Histoire de poser des bonnes bases sur quel est le format un peu dans sa forme actuelle, qu'est-ce qui est déjà fort, qu'est-ce qu'on connaît déjà. Une fois qu'on sera à peu près d'accord sur ce qui est déjà connu, on pourra parler un peu plus de ce qui est sous les radars et répondre du coup à des questions qui reviennent très souvent sur la chaîne qui sont tiens, qu'est-ce que tu penses de ce général, pourquoi celui-là il fait rien en ce moment, et celui-là qu'est-ce qu'il devient, etc. Mais on va le voir justement, c'est une grosse vidéo sur un peu l'état actuel du format et ce qui peut réussir à performer. Alors pour ça, on va s'attacher un peu à un certain nombre de grands aspects qui vont être quels sont les généraux top tier, donc ceux qui ont déjà atteint le top 8 de gros événements plusieurs fois avec plusieurs pilotes différents, ceux qui ont un haut potentiel, ceux qu'on a déjà vu en top 8 de gros événements, souvent des apps, récemment c'est beaucoup les apps Palaiso qui font des gros événements en Duel Commander. On va voir les oubliés, des généraux que dans les 6 derniers mois on n'a pas trop vu, mais qui pourraient tout à fait revenir. Les émergents, ceux qui viennent de sortir, qui n'ont pas trop eu le temps de performer, mais où vraiment il y a l'air d'y avoir du bon potentiel pour arriver à atteindre les hautes tables. Et enfin, ceux qui sont sous les radars, ceux qui actuellement ne performent pas et où on peut se poser la question, est-ce qu'ils pourraient y arriver? Alors dans ces généraux top tier, on a déjà une première grosse catégorie, avec des stars du format qu'on connaît bien, Teferi, Jitrog, Yuriko, Najila, Asai, dont je vous parle beaucoup. Titania, j'en dis régulièrement, pas forcément beaucoup de bien, mais ça reste un général très solide et qui mérite totalement sa place ici, qui a réussi à atteindre plusieurs fois le top 8 avec des pilotes différents. Karizev, le métronome du format. Saskia, c'est pareil, qui a un peu plus de mal en ce moment, plus de mal par rapport à ses match-up en fait. C'est-à-dire que quand des joueurs sérieux vont faire une grosse série de tests, ils vont se rendre compte que le deck a vraiment des match-up très intéressants dans le metagame et ils vont se dire waouh, mais ça devrait performer de ouf. Après, on regarde le top 8 et les résultats sont pas forcément là. Donc c'est un général qui est un petit peu étonnant de ce point de vue-là. Parce qu'on le voit sous-performer par rapport à la puissance brute du deck. Et c'est souvent attribué au fait que le deck soit trop prévisible. C'est-à-dire que vous savez qu'il va faire T1 Elf, T2 Bête, T3 Saskia, ou en gros, voilà, vous savez prévoir ses sorties. Et il n'y a pas beaucoup de cartes à surprise. C'est pas comme un Karizev qui va pouvoir jouer l'explosivité, un Yuriko qui va pouvoir jouer des tricks divers et variés. Il va pas y avoir ce genre de choses là. Il y a Tajik qu'on prévoyait être un général rouge aggro très puissant et en effet, voilà, blanc-rouge, combinaison solide et il a réussi à performer plusieurs fois. Travestimna, star du format, difficile à jouer, mais dans les mains d'un bon pilote et avec un bon build qui fait régulièrement de la magie. Et j'étais très étonné, mais je me suis rendu compte que Lazav avait performé plusieurs fois sur des très gros événements avec plusieurs pilotes différents. Donc là, vraiment une piste intéressante à creuser. Ensuite, on va voir les généraux à haut potentiel et on en a pas mal. Donc déjà, on va voir les non-partners, où il y a énormément de choses en fait. Surak, Karador, Narzet, Aminatou, Arabo, Kess, Azusa, Iname, Sram, Isamaru, Ojutai, pas mal de choses, des contrôles en fait, des trucs très tap-out, des trucs plus combo, des trucs plus aggro. Donc vraiment, il y a des généraux variés qui ont réussi à atteindre le top 8 de gros tournois. Et ça, c'est sans compter tous les partners, parce qu'en partners, on a Akiri Silas, Trazios Chrome, Timna Chrome, Trazios Rayan, Sylvia Corvars. Sylvia Corvars qui a réussi quand même à me détromper direct. Genre, je dis, mais ça a l'air nul. Et bam, il a fait top 8. Et du coup, ça va être typiquement ces généraux à top tier et à haut potentiel qui vont être mes comparaisons en fait pour tout le reste. C'est-à-dire que ceux-là, on le sait, ils sont très solides. Ils ont plein d'atouts et ils arrivent à performer. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un certain nombre d'autres généraux. Et on peut justement comparer qu'est-ce qui les différencie de ces généraux-là qui ont l'air d'être bons. Et parmi les oubliés, donc ceux qui dans les 6 derniers mois n'ont pas trop fait de taf, mais qui restent des bons decks à mes yeux, il y a Karlov, Will et Rowan Kenris, Leovold, Brago et Queen Marchosa, qui ont tous réussi à faire des top 8 par le passé et qui ont montré qu'ils sont très solides en fait. Récemment, ils n'ont pas trop performé, mais peut-être que c'est aussi les joueurs qui n'ont pas réussi à s'adapter au metagame. Je discutais avec un joueur qui me disait que Queen Marchosa, il n'était pas trop d'accord avec ses approches habituelles et qu'il acheté une autre approche et qu'il avait l'air d'avoir amélioré ses match-ups. Will et Rowan, les joueurs qui le jouaient le plus ont tendance à passer sur Teferi ou des trucs du genre récemment, mais pas forcément parce que le deck est mauvais. Voilà, ils sont partis sur d'autres choix.
et ça n'empêche que le deck pourrait tout à fait revenir s'il décide de revenir dessus. Là-dedans, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on y voit en fait. Et déjà, il y a une grande variété d'archétypes. Et vraiment, je le répète à chaque fois, mais il y a énormément de trucs disponibles dans ce metagame, quoi. On aura du rouge aggro, du Winnie White, du Partners Control, du Partners plus aggro control, des jeux combo à base de créatures, donc je pense à tous les Carador, Iname, Traostimna, des jeux vert ramp, que ce soit Azusa ou Titania, hein. Des fiches bleues, donc Yuriko, Sai. On va avoir des aggros très explosifs, les Surak et Arabo. Ceux qui surprennent justement par des tricks de combat, par la rapidité, on les attendait pas, on ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi vite. Des contrôles métagamés plus contre aggro. Tout ça en fait, c'est déjà une combinaison qui a l'air assez gagnante en fait. C'est déjà des archétypes où on sait qu'ils peuvent s'exprimer et arriver dans le top 8. Donc si vous êtes dans un archétype de ce type là, vous pouvez déjà vous dire « Ah, j'ai quand même de bonnes chances de m'en sortir, comment est-ce que je peux améliorer mon deck, etc. » Un autre truc aussi par contre, c'est que ces généraux ont souvent un certain nombre de qualités. Donc par exemple, ils vont être pas chers. Ils vont, genre Karizev, elle arrive très vite, elle coûte pas cher, on peut la jouer une fois, deux fois, trois fois. Et en plus, elle est difficile à bloquer, enfin elle a des bonnes stats de manière générale. Il y a beaucoup de ces généraux qui sont à l'abri de foudre. Soit parce qu'ils ont 4 d'endurance, soit parce qu'ils ont la défense talismanique, comme Narzet par exemple. Il y en a aussi beaucoup qui ont un impact immédiat. Là-dedans, je vais parler par exemple d'Azusa. Elle arrive, vous pouvez jouer 2 terrains en plus. Bah c'est bon, elle a fait son taf. Si on la tue, on n'a plus ces ressources-là pour lutter contre le truc à 6 qui va arriver au tour suivant. Mais si on la tue pas, on va peut-être activer plein d'effets liés au fait de jouer des terrains. On est déjà en train de pleurer en fait quand Azusa a touché la table. Il y a beaucoup de partners qui vont... déjà ils ont tendance à être pas chers et ils sont kinda un peu bulletproof en fait parce qu'on en a plusieurs. Donc il y en a un qui se fait tuer, on en a toujours un autre, etc. Et on va avoir plus de généraux à jouer que de bolt en face. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est assez intéressant et en plus ces partners ont souvent tendance à avoir des capacités qui sont vraiment chiantes en fait. Genre Timna il fait piocher des cartes, Chrome il fait piocher des cartes, Trazios il peut faire piocher des cartes, ça coûte un peu cher mais sinon c'est juste un mur en fait ce qui reste correct. Rayan, si on le tue, il file ses marqueurs, donc il faut le tuer dans le bon ordre. Et il y en a plein qui ont cette capacité à être vraiment game breaking. Donc je pense par exemple à Narzet, où elle attaque une fois, ça plie la partie. Donc il y a ces généraux qui ont tendance à avoir un très fort impact. Donc c'est ce genre de qualité-là qu'on va avoir tendance à chercher dans les généraux qu'on va essayer d'identifier comme à potentiel pour la suite. Il faut voir qu'il y en a au moins un qui est émergent, qui est Judith, où j'ai pu le voir en fait, mine de rien, vous jouez une bête tour 1, une bête tour 2, puis Judith, vous rajoutez 2 de puissance sur la table parce que vous filez plus 1 plus 0 à vos créatures. Potentiellement, si les cartes que vous avez jouées avant c'était des générations de tokens, vous avez plus de plus 1 plus 0 qui se baladent sur la table, donc vous allez ajouter pas mal de puissance de feu direct en fait. En plus, ça rend la situation compliquée parce que, imaginons, voilà, je joue contrôle, je rase votre table, vous aviez 3 créatures, Judith meurt, mais il y a les autres créatures qui vont me coller 2. Donc, si je joue mon deck de manière agressive, que je punis l'adversaire quand il tue mes créatures et que je déblasse potentiellement pour compléter, vous vous rendez bien compte que assez rapidement la pression va être dure à encaisser pour le joueur en face. Et c'est un petit peu pareil pour un jeu agressif, c'est-à-dire que si vous vous dites très bien, je bloque ça, et en fait il y a des créatures qui vont mourir pour la phase d'attaque, donc des 1 de dommages qu'on va pouvoir répartir, donc potentiellement on va pouvoir finir des bloqueurs et du coup calculer correctement comment bloquer et comment gérer en fait, comment se comporter face à Judith n'est pas forcément facile. Après, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est un général qui commence déjà à coûter 3 et qui n'est que 2-2. Tous les blasts rouges sont très joués. Il y a énormément d'antibêtes qui sont joués parce qu'il y a énormément de créatures qui sont populaires. Et une carte qui a 2 d'endurance qui coûte 3, ça veut dire que potentiellement elle arrive, elle se fait tuer pour 1 et vous la rejouez que tour 5. Donc on pourra voir si vraiment ça arrive à s'exprimer. Je pense que ça a du potentiel, mais vous vous rendez bien compte que direct, il y a une pression. Alors là-dedans, qu'est-ce qui reste sous les radars? Déjà, il y a d'autres rouges aggro en fait. Rouge aggro, on l'a vu, ça performe plutôt pas mal. Eh bien, il y a Grenzo qui a été mentionné par quelques joueurs en fait, parce que mine de rien, ça veut dire que notamment face à plus qui est contrôle, ou si vous pouvez réussir à passer en fait, parce que vous allez plus vite que vous avez des blasts, vous allez pouvoir accumuler des cartes que vous retirez de la bibliothèque de votre adversaire. Et je l'ai eu en face de moi une fois, et mon adversaire commençait à me retirer en fait des cartes comme Jiddu Mezawa, comme des créatures intéressantes, des Edric, et moi j'étais là genre waouh, j'ai jamais envie de laisser Edric et Jiddu Mezawa un rouge aggro en fait. Et en fait ça a un potentiel pas inintéressant d'arriver à en fait attaquer très vite
exiler quelques cartes et puis tout à coup commencer à jouer les cartes de son adversaire et du coup être à la fois très bon en early et très bon au milieu de partie, etc. Pas inintéressant. Rada, ça joue plus la carte classique, on en a parlé de l'explosivité. Vu que vous la jouez tour 2, déjà ça vous permet, comme d'habitude, comme Grenzo, comme Karizev, etc., de jouer moins de tour 2 de mauvaise qualité parce que vous savez que vous aurez votre général quoi qu'il arrive. Et à chaque fois que vous allez attaquer, vous allez ajouter 2 rouges que vous allez pouvoir dépenser dans des blasts pendant la phase d'attaque, soit sur votre adversaire directement, soit sur ses créatures, ce qui va vous donner un petit gain de tempo, ce qui rend le deck très explosif. Il y avait toute une équipe qui l'avait testé pour février de mémoire, je crois. Et dans leur test, ça marchait vraiment très fort. Alors, ils n'ont pas réussi, suite aux aléas de la journée, à performer avec. Mais apparemment, le deck est très loin d'être nul. Ensuite, vous avez peut-être vu l'article de Don sur Magicville. Don, c'est un ancien membre du comité qui a fait beaucoup de gros tournois en fait, qui a gagné pas mal, il a fait des top 8, etc. Donc c'est pas n'importe qui, il faisait des vidéos pendant un temps. Et Don, c'est un fan de rouge et c'est un fan de gobelins. Et il a passé mais vraiment énormément de temps, c'était un des pionniers du 20 points de vie, il a passé énormément de temps à peaufiner ses listes de gobelins. Et life happens, il s'est passé des trucs dans sa vie, il n'a pas trop eu l'occasion en fait, de venir au gros tournoi pour jouer sa propre liste de gobelins. Donc récemment il a dit c'est pas grave, je vais publier tous mes tests pour permettre à d'autres gens de performer grâce à mon travail. Et du coup tout est disponible sur Magicville et n'hésitez pas à la regarder parce que le deck a un potentiel assez énorme de faire très mal très vite. Là aussi la carte de l'explosivité. Donc vraiment faut pas hésiter à les regarder, il y a moyen d'aller très vite. Alors j'ai mis Grenzo Krenko, il propose plein de généraux en fait dans son post. Et il explique lequel lui paraît le meilleur selon lui, pourquoi est-ce qu'il jouerait quoi, dans quel cas, etc. Éventuellement des swaps. Donc n'hésitez pas vraiment à aller regarder son article. Il y a aussi en fait, quand on a commencé à parler de la règle du changement de général, du swap, il y a eu un gros débat en fait sur quel deck pouvait swapper, pouvait changer de général pour s'adapter. Et une proposition qui revenait souvent, c'était blanc-vert. Parce que, en fait, blanc-vert, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que vous avez Gadok Tig qui peut très bien bloquer High Tide ou, typiquement Teferi notamment. Ça bloque tous les tours supplémentaires et Teferi. Ça bloque aussi tous les arpenteurs et les colères de dieu de contrôle. Donc, c'est pas inintéressant. Vous avez Shalai qui peut être assez cool face à aggro rouge en fait, parce que c'est une 3-4 vol. Donc, direct, elle bloque bien. Par exemple, si votre adversaire commence à vouloir la tuer, il va falloir que, généralement, il vous attaque, vous bloquez, il perd une créature et il finit Shalai avec un blast. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous jouez votre général, et potentiellement en vert, vous pouvez le jouer plusieurs fois, ça va lui coûter 2 cartes. Donc, il va pouvoir s'essouffler. Et tant qu'il ne tue pas votre général, vu que vous avez la défense talismanique, il ne peut pas vous blaster directement, vous collez les petits blasts rouges. Donc, il y a Shalai qui n'est pas inintéressant face à aggro rouge. Face aux autres agros où potentiellement avoir une 3-4 vol et la défense talismanique c'est moins intéressant et avoir un général qui coûte moins cher c'est plus intéressant, peut-être parce que votre adversaire joue aussi moins d'anti-créatures. Bien Miri qui est pas moche en fait, qui est une 3-2 initiative et qui peut contraindre les capacités de bloc et d'attaque de votre adversaire. Et sinon, alors je suis moins fan, mais il y a l'option de Sigarda qui reste quand même un gros steak en fait. Donc vous pouvez jouer le côté, hop, je me pose sur la table, je suis gros et je vais stabiliser. Et ensuite, grâce à ma taille, je vais empaler mon adversaire, je vais reprendre le dessus. Donc il y a vraiment ce truc-là qui est à peaufiner parce qu'il y a une vraie liste à trouver derrière et bien savoir quand swap, quand pas swap. Avoir une liste qui est adaptée aux différents généraux, etc. Mais il y a une vraie carte à jouer aussi sur ce blanc-vert swap. Il y a tout l'archétype ramp en fait. Je vous ai parlé du coup d'Azusa et de Titania qui performent déjà. Ce qui est assez intéressant, c'est que des généraux ramp, il y en a encore beaucoup. Après, il va y avoir la grande question de qu'est-ce qui meurt sur Bolt en fait. Daretti, pour rappel, ça avait fait un top 16 de gros apps l'année dernière, donc c'est pas inintéressant. Il y a un vrai potentiel en fait, déjà avec tous les Slackstorm, toutes les capacités à raser le board en rouge, éventuellement tout ce qui est Wildfire en fait pour caster les terrains, les créatures et du coup clore la partie face à un aggro. Tout ce qui est High Tide en fait, ce genre d'archétype, vous lui cassez ses terrains, il part dans l'espace immédiatement. Et Daretti a cette capacité là en fait de jouer avec les terrains adversaires.
Donc il a un certain nombre de cartes à jouer. Maintenant, sa faiblesse, c'est bleu contrôle. Mais bleu contrôle, on le répète à chaque fois, en ce moment, c'est très joué, mais ça performe pas. Ce qui veut dire qu'il y a moyen, potentiellement, de partir sur un truc à la Daretti et d'essayer de passer les premières rondes et arriver jusque dans la haute table et plus trop voir de contrôle. Maintenant, déjà, il faut éviter les contrôles qui sont populaires. Et pour rappel, Sai commence à se populariser. Et Sai et Yuriko sont des fiches et ne sont pas forcément des match-up agréables non plus pour un jeu comme ça. Et c'est là en fait où ça devient compliqué. C'est que vous avez retrouvé avec beaucoup de généraux qui meurent sur Bolt. Les Tatiova, Nissa, Yisan, Daretti, tout ça, ça meurt sur Bolt. Donc il faut quand même réussir à bien gérer. Yisan ça arrive tour 2, donc potentiellement vous pouvez vous dire bah tiens je joue tour 2, il prend Bolt, tour 3 je joue un ballot ou un truc du genre un peu sympa, une cause de gestation, quelque chose. Tour 4 je rejoue mon Yisan et je mets la pression à mon adversaire. Mais ça reste qu'une 2-3 qui fait rien le tour où elle arrive, puis ensuite il faut payer du mana pour qu'elle fasse des trucs, puis la première fois que vous l'utilisez c'est qu'une 1 qui est pas ouf, la deuxième fois pour ramener un mur ou machin, enfin ça met du temps à se lancer en fait. Et le format est extrêmement rapide, il y a une pression phénoménale sur les différents decks et ça va coûter cher. C'est pareil pour Nissa, bon bah hop, elle arrive, elle a fait son taf, mais ça reste qu'une 2-2. Ensuite, c'est quand on a beaucoup de terrain qu'elle va se retourner. Maintenant, elle fait pas beaucoup de taf, donc Minanden, ok, bon bah pour 4 c'est une 4-4, c'est solide, mais vous pouvez vous dire, quitte à jouer un terrain supplémentaire par tour, pour un mana de plus, je me joue Jitrog, et Jitrog c'est une valeur sûre. Et du coup, en fait, c'est surtout la comparaison qui est pas facile pour ce deck. Maelstrom Wanderer, ça a un impact énorme, sauf que vous pouvez aussi très bien cascader dans double accélérateur. Du coup, ça fait rien, c'est une 7-5 pour 8. Vous avez galéré à la mettre en jeu, elle arrive, fait pas grand chose. C'est dur quoi. Alors parfois, ça a des sorties vraiment débiles, mais parfois, ça va juste pas être assez rapide, pas être assez impactant. Il y a sûrement un équilibre à trouver avec ce général. Qui serait justement d'avoir en fait énormément de slots qui permettent de tenir aggro tout ce qui est mur de racines, Wall of Blossom, mur de fleurs, Courser of Crufix, les Slackstorm, tout ce qui est avoir de quoi tenir le board avant qu'un adversaire commence à agresser et arriver à raser le board, arriver à tenir. Sauf que plus vous jouez de cartes comme ça, moins vous avez de trucs intéressants dans lesquels cascader. Et ce qui veut dire que quand vous allez jouer votre général et que contrôle va se demander tiens qu'est-ce que je contre parmi les trucs à cascader, si vous voyez cachet et Wanderer, il se dit très bien, je retarde le Wanderer, voire je le laisse passer et j'ai un Maze of It et du coup j'en ai rien à carrer. Et Maelstrom Wanderer c'est un côté très all-in et justement il suffit qu'il y ait les bonnes cartes en face, un contre un Maze of It et vous êtes là je fais plus rien. Et c'est là où ça reste un choix difficile. Zakama, c'est pas inintéressant dans ce genre-là, parce que si vous arrivez à 9 mana, vous le jouez, vous dégagez tous vos terrains. Ensuite, vous avez 9 mana à payer pour activer 3 fois la capacité, donc détruire des artefacts, des enchantements, des équipements par exemple, gagner des points de vie pour tenir face à rouge, tuer des créatures. Donc il arrive, il fait beaucoup de taf. Maintenant, il va y avoir la même problématique face à tout ce qui est fiche ou contrôle, c'est ok, il a dégagé tous ses terrains, mais j'ai contré son général. Et du coup, ce tour-ci, il ne peut pas la rejouer. Potentiellement, il a mis énormément de ressources dans le fait d'arriver à 9 mana. Et moi, pendant ce temps, je lui ai mis la pression avec mon Yuriko, avec mon Sai, ma petite armée de top tier. Et on voit Zakama qui s'écroule en gros dinosaure. Voilà, c'est Godzilla qui s'écroule par terre et qui meurt. Et voilà, ça va être un petit peu pareil pour Zegana. Donc c'est des decks où malheureusement j'ai peur qu'ils aient pas l'explosivité d'une Titania en fait et qu'il y ait ce côté là où waouh c'est impressionnant mais en vrai quelques petits trucs par-ci par-là, des petits bâtons dans les roues et hop l'engrenage se casse et tout s'écroule. Ça la difficulté, il y a une vraie difficulté en fait d'équilibrage de ces jeux là pour arriver à pas être nul face à contrôle, pas être nul face à aggro, arriver à bien sortir mais à du coup s'accélérer suffisamment vite tout en ayant d'autres trucs à jouer potentiellement pour retenir aggro. Enfin, vous voyez bien qu'il y a tellement de pression sur l'early game de ces jeux là sur le fait d'arriver à beaucoup de mana et tenir et compagnie et avoir une densité de menaces élevée face à contrôle que c'est très difficile. Ensuite on va aussi pouvoir parler plus des combos à base de sorts. Il y a beaucoup de Teferi qui est sous les radars en ce moment pour High Tide. Mais en fait c'est loin d'être le seul général qui peut potentiellement faire ça. Donc déjà j'ai vu quelqu'un qui jouait Will Hero Kenris High Tide en fait.
au dernier tournoi en février. Et c'est pas inintéressant parce que si vous résolvez la capacité de Will, vous pouvez ensuite derrière essayer de partir en Storm. Alors après, il y a tout le grand débat éternel de ouais, mais est-ce que si je suis en train de faire des -2 de Will Canris, j'ai pas déjà un petit peu gagné? Et il faut tester, mais c'est peut-être pas faux. Par contre, Kess, il y a un côté où à la fois ça peut venir réutiliser vos options, prédestination, etc. Faire un petit peu de card advantage, ça résiste à Bolt. Ça a une capacité d'évasion pour aller attaquer votre adversaire. Quand vous commencez à vouloir faire la course, vous faites foudre fin de tour, puis à votre tour flashback comme foudre. Donc sur ça, vous attaquez avec Kess, vous venez de coller 9, ça peut aller vite. Et en plus, si vous faites High Tide, flashback High Tide, potentiellement vous avez beaucoup de mana pour partir et faire des trucs débiles. CDZ, en fait, ça peut fetcher un peu n'importe quoi. Donc il y a la possibilité d'aller chercher la combo Ad Nauseam. La difficulté, c'est que Ad Nauseam, il faut beaucoup de points de vie. Et dans un metagame très agressif, beaucoup de points de vie, c'est pas si facile que ça. Mais il y a aussi la possibilité d'aller chercher à chaque fois le bon truc pour raser le board, Urborg et coffre de la coterie, Emrakul, Ugine, d'autres trucs en fait. Et de partir sur un plan moins all-in ou d'avoir une alternative en fait. Vous dites j'ai mon plan face à contrôle, j'ai mon plan face à combo, j'ai mon plan face à rampe, j'ai mon plan face à aggro. Et le général qui tutor permet cette flexibilité. On a vu que Iname arrivait à arracher comme ça des parties et faire très mal. Je me dis, CDZ, il y a une vraie carte à jouer. Hein. Et enfin, Idriss, c'est pareil, c'est un gros général assez bourrin qui a des bonnes stats et qui a cette capacité en fait il touche une fois votre adversaire et tout à coup vous allez jouer 35 sorts dans le tour. Donc si vous jouez Storm, tant mieux, ça peut être hyper fort. Et vous pouvez juste jouer Storm en vous disant j'ai 4 couleurs pour réussir à partir en Storm nature. Et si mon général passe et connecte, j'ai un Storm garanti en fait, tellement il a d'impact. Donc je pense qu'il y a une carte à jouer aussi avec Idriss. Après, il faut voir comment jouer parce que il va bénéficier de jouer en rituel. Ou en tout cas de pas jouer de contre et de trucs dans lesquels c'est nul de cascader, mais avec du bleu et avec un général qui coûte cher, c'est tentant de vous dire tiens, je vais jouer des petits sorts, des petits collés à sorts, etc. pour passer mon général, contrôler un début de partie, etc. Donc là, il faudra probablement le jouer plus à base peut-être d'alpha mana, d'accélérateur, de trucs très tap out, quitte à ce que vous vous retrouviez ensuite à jouer les sorts à 0 en fait, Wheel of Fate notamment. Roue du destin, et du coup vous vous accélérez en début de partie, vous jouez votre général, vous attaquez, puis tout à coup vous jouez un petit elfe qui vous fait cascader dans Wheel of Fate, hop vous refaites une main de 7 et vous cascadez dans un milliard de trucs et votre adversaire est complètement écroulé sous la dose de CA que vous venez de générer. Donc ça peut être une option et je pense que ça se tente. Ensuite vous allez avoir tout ce qui est les combos créatures. Je parcours un petit peu les archétypes habituels. Captain Seaside, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant ça a une combo, une carte avec Paradox Engine. Donc en fait vous vous accélérez avec des petites créatures, vous jouez Captain Seaside, et si vous avez le droit de dégager avec, vous allez chercher Paradox Engine, et tout à coup vous partez en combo, vous faites énormément de mana, vous allez chercher toutes vos légendes, puis potentiellement vous faites vous allez chercher Kamal, vous boostez toutes vos créatures et vous faites hyper mal à l'adversaire, c'est bon, c'est gagné. La difficulté, bien sûr, c'est d'arriver à dégager avec, parce que c'est qu'une 2-2, donc ça prend foudre. Donc vous allez probablement vouloir jouer tout ce qui est Lightning Greaves, Mother of Runes, toutes les différentes cartes en fait qui vont pouvoir le protéger, parce que il va en avoir besoin, mais je pense qu'il y a un vrai build combo à tenter, et ça peut être super fun. Animar, c'est pas facile en ce moment, parce que bleu et rouge sont très populaires. Potentiellement, une version moins all-in, moins basée sur Animar pourrait performer. Mais en ce moment, peut-être qu'il vaut mieux juste partir sur d'autres généraux en fait, Tymna Chrome, Travis Tymna, autre chose en fait pour faire créature combo, parce que justement il est trop vulnérable à bleu-rouge. Meren, c'est en fait c'est un deck aggro contrôle combo en noir-vert, mais il faut voir que ça fait déjà quelques plombs qu'on dit qu'il est meilleur que Carador. Et là, Carador vient de faire top 8 à l'Angelic Tournament. Donc là, il y a moyen de se dire, les gars, quand même, Meren c'est mieux, commencez à perfer avec Meren. Donc il y a un réel potentiel. Merzil, il y a Iris qui essaye vachement à tous les différents tournois et qui a découvert pas mal de petites techs assez intéressantes. Faut voir que rien qu'un rat décrypte, en fait, ça vous permet à tous les tours de blaster votre adversaire, tuer des planeswalkers, tuer des créatures. Donc il y a des petites cartes en un exemplaire qui peuvent déjà être correctes seules et mettre une pression assez folle sur Merzil. Faut voir que vous pouvez les jouer à la base, elles se font tuer, puis vous jouez Merzil et vous les récupérez depuis le cimetière, enfin vous les exilez avec un counter cage.
Et du coup, c'est peut-être pas inintéressant. Il y a un côté réanimator qui peut peut-être fonctionner avec des Griselbrand, etc. Donc il y a un vrai truc à tester avec Merzil. Et du coup, on le voit régulièrement en Zap Palaiso. Pour l'instant, ça n'arrive pas jusqu'au plus haut de table. Mais il y a peut-être un potentiel. Il faut vraiment le tester en réanimateur, en combo, etc. Parce que si vous le jouez en mode contrôle, vous allez vous dire autant jouer moins de mauvaises cartes et jouer directement caisse. Ensuite, on va voir tout ce qui est les contrôles et il y en a un bon gros paquet. Je ne les ai pas tous mis, mais je pense que déjà ces 12 là, c'est les plus gros potentiels. Après, rappelez-vous, c'est toujours la comparaison avec les decks actuels des top 8 qui sont intéressants à prendre en compte. Grand arbitre, ça prend Bolt et ça coûte 4 et ça fait pas, enfin voilà, vous n'allez pas tuer avec, etc. On peut se dire que c'est un peu mou et fragile. Taigam, il faut voir qu'il y a Ojutai qui a performé. Taigam, ça prend pas Bolt et ça peut plus facilement faire du card advantage et en fait stabiliser la game de manière assez folle que Ojutai, à mon humble avis. Si vous arrivez à attaquer une fois avec, vos sorts ont le rebound, ce qui veut dire qu'un retour au pays va pouvoir tuer 2 créatures, pareil pour un Oost, tout ce qui est Ponder, etc. va pouvoir s'activer 2 fois. Et il suffit du coup que vous arriviez à dégager avec. Et un petit peu à la Narzette, c'est pas anodin l'impact que ça a. Mais encore une fois, vous allez peut-être vous dire, dans ce cas-là, est-ce que je vais pas payer 2 de plus, m'offrir une couleur en plus et jouer Narzette? Et c'est la vraie question. C'est pareil pour Surak en fait, qui est en principe faire fin de tour une 6-6 qui passe, même si en face c'est fiche, même si en face c'est contrôle, c'est pas moche. Sauf que j'ai quand même payé 5 pour une créature qui va peut-être prendre son anti-bet. Ou qui n'a pas particulièrement de trucs pour arriver à passer en fait. Voilà, c'est qu'une 6-6, ça n'a pas le piétinement ou quoi. À côté de ça, on aurait pu jouer Travesus Chrome par exemple et avoir des généraux qui coûtent moins cher, qui sont plus nombreux, qui produisent du CA, qui ont des capacités d'évasion, qui font d'autres choses en fait. Et c'est toujours cette comparaison qui est difficile. La Vigna, il y a une combo en fait qui existe avec et qui a été beaucoup discutée sur les différents forums pour locker un adversaire, mais maintenant c'est une 2-2 pour 2 qui fait rien. En fait, dans l'essentiel des cas, ça fera absolument rien. Ce qui veut dire que tant que vous n'avez pas votre combo, vous avez un général qui a un Grizzly, et les Grizzly c'est pas très fort. Le Scarab God, ça reste une 5-5 pour 5 qui meurt jamais réellement. Après, comme on le disait, en ce moment, il y a une telle pression qu'un général qui coûte aussi cher et qui potentiellement se prend un bounce et il faut tout recommencer, etc. C'est pas facile. Et du coup on cherche vraiment des généraux qui potentiellement font un petit peu plus que ça, plus vite, plus tôt, plus fort. Donc à avoir, il y a beaucoup de joueurs qui s'acharnent sur le Scarab God et qui ont l'air d'avoir des builds qui ne fonctionnent pas si mal, donc c'est encore un truc à creuser. C'est pour ça que je vous dis, il y a une masse de trucs à tester dans le format qui est phénoménal. Et j'aurais du mal en fait, je les ai pas tous testés très loin de là. Et j'aurais du mal à vous dire, celui-là, c'est celui-là qui va perfer en prochain, quoi. Et c'est pour ça que il y a juste énormément d'idées, de choses à creuser. The Locust God, c'était joué en solution de swap face à tout ce qui était Titania dans Will Rowan Canaris en fait. Parce que ça bloque très bien tout ce qui est ramp avec l'armée de petites insectes. Mais ils ont fini par le retirer parce que au final dans un build Will Rowan, il n'y a pas grand chose à faire de la capacité du Locust God. Alors que si vous l'avez prévu à la base et que vous jouez du coup un ensemble de cartes pour arriver à piocher beaucoup et que la capacité du Locust God fasse à coup une armée de 1 vol célérité, là ça devient peut-être intéressant. Du coup ça vaudrait le coup d'envisager Locust God en tant que général principal. Léovol, faut voir que ça a fait beaucoup de performances en fait sur internet, sur des tournois dans d'autres pays, etc. Que c'est joué par certains membres du comité avec des builds assez innovants. Et ça prend Bolt, mais ça vous redonne une carte, ça peut arriver tour 2 si vous jouez Elf Ball. Il y a le général qui à la fois a tendance naturellement à proposer pas mal de CA parce que si vous mettez une balle dessus c'est du plus 1 pour sa capacité, donc plus 2. Donc en soi c'est une divination à chaque fois que vous le jouez quasiment assuré. En fait il y a aussi toujours les capacités avec tout ce qui est Windfall, avec cette capacité en fait à dire tiens on va tous piocher plein de cartes et défausser de notre main et c'est toi t'as le droit de piocher qu'un. Et de carrément pouvoir locker l'adversaire potentiellement parce qu'il fait sa phase de pioche, il pioche 1 et puis à la fin de sa phase de pioche vous activez un effet pour qu'il repioche 1 et qu'il défausse 1, un petit truc de loot basique, il pioche pas et il défausse 1
et vous avez votre adversaire qui est bloqué à vitam aeternam, ce qu'on fait en général dans des couleurs de contrôle très fortes avec au final un potentiel vraiment pas inintéressant, c'est-à-dire qu'aussi bien pour tuer, pour bloquer, pour gagner du temps, etc. Il est assez cool, il coûte pas cher et je le vois très facilement arriver dans des hautes tables. Seigneur Vent des Vertus est proche. En fait, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils sont très souvent dans le top 16 de tournois à type Zap. Donc, on aurait pu vraiment plusieurs fois récemment se retrouver avec ces decks-là qui arrivent en top 8 et qui fassent partie de la liste des généraux à haut potentiel. Donc, je vous conseille vraiment de les avoir en tête. Cela, c'est pas juste, ils pourraient faire des trucs, c'est qu'ils en ont vraiment pas été loin plusieurs fois. Niv-Mizzet par 1, il soulève pas mal de discussions, notamment parce qu'il déroule le standard actuellement. La grosse difficulté, bien sûr, c'est les 6 colorés, dont 3 rouges. C'est-à-dire que dans un bleu-rouge contrôle, on va avoir tendance à jouer très bleu pour tous les contre-sorts, les cryptic commands, etc. Et là, on est obligé de beaucoup plus équilibrer la mana base, ce qui rend pas facile le choix de cartes. Donc, il y a des petites difficultés de mana base là-dessus. Et il y a aussi le fait qu'au final, la plus grande force de Niv-Mizzet, c'est de gagner les match-up contrôle, mais les contrôles sont déjà pas bien dans leur vie en fait en ce moment. Ce qui veut dire que y a la nécessité de métagamer face à tout ce qui est aggro-fiche, et c'est pas forcément dans ces couleurs-là que c'est le plus facile. Donc il y a encore une fois une carte à jouer, à tester vraiment ce deck-là. Il a potentiellement la capacité à vraiment performer dans le format, mais pour l'instant, on a encore des challenges qu'on n'a pas réussi à relever. Muldrota, il coûte énormément cher en fait. Et du coup, autant il fait plein de card advantage, etc. Sauf que quitte à payer 6 pour un général, il y a Narset qui va tuer beaucoup plus facilement que ça. Et mieux survivre et à peu près tout et n'importe quoi en fait. Et comme d'habitude, c'est la comparaison qui est difficile. Atraxa, faut voir que déjà en fait actuellement c'est une option de swap qui est pas inintéressante pour Trados Tymna. Parce que vous vous retrouvez face à un Saskia ou un truc du genre que vous avez du mal à encaisser, d'un coup votre général est plus gros, il a du mal à mourir parce qu'il survit à l'essentiel des anti-bêtes, et il empale du coup toutes les créatures, il a le lien de vie, il peut courser votre adversaire tout en bloquant, et du coup l'envisager en général principal ça peut tout à fait marcher, il y a des joueurs qui le font et qui vont pas si loin des hautes tables. Donc encore une fois, faut voir quel build, quel quoi, mais ça se creuse. Et ensuite, dernière petite catégorie, ça va être tout ce qui est les agro-contrôles en fait plus. Je vous avais déjà parlé du Tymna Akiri, l'Akimna, que j'avais affronté en décembre et qui était pas inintéressant, qui mettait pas mal de pression, qui avait beaucoup de slots assez pertinents, qui faisait mal. Donc c'est typiquement un truc qu'on peut faire. Il y a un Varolz qui arrive régulièrement en top 16 en fait et qui surprend beaucoup avec des interactions avec Ombre de la Mort par exemple. Ombre de la Mort, vous la jouez pour 1, elle meurt. Voilà. Puis votre adversaire fait t'as pas compris la carte, et toi tu fais si. Pour 1, je la récupère, je mets 13 marqueurs +1/+1 sur mon Varolz, je t'attaque, t'es mort. Donc ça, plus juste les différentes créatures, c'est-à-dire que vous jouez tour 2 Dark Confident, tour 3 Varolz, peut-être que votre adversaire il va avoir tué votre Dark Confident, et du coup tour 4 vous payez 2, vous mettez des marqueurs +1/+1 sur Varolz, et vous allez en fait avoir plein de petites interactions comme ça, ou un petit peu comme pour Rayan, vos créatures qui meurent vont encore faire chier l'adversaire. Ce qui est un peu le cas aussi de Zirus du coup. Zirus qui au final a la capacité d'arriver genre tour 2 et de récupérer régulièrement vos créatures qui seraient mortes pour réattaquer avec. Donc si elles ont des petites capacités d'arriver en jeu, je pense par exemple à Shrikmo, Hurlegueule, qui quand il arrive tue une créature, donc vous pouvez le jouer pour 2 pour tuer une créature, puis vous attaquez avec Zirus, vous le ramenez, il retue une créature, il colle 3. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de petites interactions assez qualitatives en fait pour faire très mal très vite. Donc là, ce serait un petit peu un intermédiaire, ce serait un plus à Najila en fait. Non, Najila c'est vraiment dans l'explosivité, mais plus à la Saskia dans ce cas. Maintenant justement la difficulté c'est la comparaison avec Saskia, c'est-à-dire que lui il arrive à faire des tricks sur le long terme, Saskia elle arrive, elle colle des pains. Tymna Rayan, ce qui n'est pas facile, c'est que les deux sont au même coup de mana, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir profiter d'une des plus grandes qualités des partners habituellement, qui est ça vous assure 2 drops. Par exemple, si je joue Tymna Thrasios, je peux jouer, imaginons je perds mon aile, je fais tour 2 Thrasios, tour 3 Tymna, c'est assuré. Mais ça reste 2 généraux qui ont un bon potentiel d'agression et qu'on a déjà vu dans des hautes tables régulièrement, donc ça ne m'étonnerait pas d'en voir un top 8 à l'occasion. Varina, on m'a pitché ça. Et j'étais pas du tout convaincu. Et on m'a pitché les match-ups que ça avait.
et j'étais un petit peu plus convaincu. Donc j'attends d'en voir un peu plus, mais il y a un build zombie en fait à trouver là-dessus qui est vraiment pas inintéressant. Faut voir que, un petit peu comme Najila. Najila, sa force c'est que si vous regardez les meilleurs drops à 1 dans les 5 couleurs et les meilleurs guerriers à 1 dans les 5 couleurs, vous vous dites bah il n'y a pas beaucoup de différence. En fait les guerriers sont pas bien moins forts. Et pareil pour les drop 2, ce qui veut dire que vous pouvez jouer à une bonne carte tour 1, une bonne carte tour 2. Puis tour 3 Najila, j'attaque avec mes 2 guerriers, je mets 2 jetons en plus et ça devient direct difficile pour l'adversaire. Et bah, Varina, il y a un peu de ça dans le sens où des bons zombies, il y en a au final pas mal. Et le général du coup qui survit à Bolt, qui fait pas mal de filtrage pour choper vos meilleures cartes, potentiellement qui met plus de zombies au cimetière, qui se ramène tout seul et qui vous fait gagner plein de points de vie face à rouge, c'est vraiment fort dans le format parce que, pour rappel, aggro rouge est très populaire. Et dans les zombies, vous avez beaucoup de cartes récursives qui en mettent pas mal contrôle. Donc ensuite, il faut voir comment est-ce que vous gérez fiche et combo. Mais vous voyez que vous avez déjà une base qui est assez correcte. Si d'ici ça prend Bolt, déjà c'est un problème, mais ça vous laisse un zombie. Et ça a des bonnes couleurs, donc la comparaison encore une fois avec genre Team Natrasios pose vraiment des questions, ou même Team Travos Rayad, pardon, dans ces couleurs exactement, qui vont plus facilement tenir le board. Ou peut-être plus facilement vous amener à des combos, etc. Donc c'est là la difficulté de Sidizis. Il y a beaucoup de généraux comme ça qui ont du mal à tenir la comparaison avec les partners. Mais ça reste une créature qui, enfin, vous la jouez, elle met directement 5 de pouvoir sur le board et petit à petit ça va monter et qui synergise bien avec beaucoup de cartes dans ses couleurs. Donc, et puis qui est très agréable à jouer. Donc il y a sûrement des gens qui continuent à la jouer, qui continuent à la trouver agréable et qui du coup la jouent longtemps. Et mine de rien, maîtriser un deck c'est une bonne voie vers le top 8. Et enfin, Doran et Anafenza, qui eux aussi ont du mal avec la comparaison avec tous les partners, mais qui restent des grosses techs. Donc ça pourrait arriver. J'y crois moins parce que justement, d'un côté, vous avez moins de capacité de tenir sur le long terme que les partners et moins d'explosivité que Saskia. Et du coup, c'est genre. Voilà, c'est un peu dommage en termes de capacité à tâtonner votre adversaire. Après, il y a des builds du coup qui se jouent qui sont plus en mode contrôle. C'est-à-dire que ça joue au final plein de destruction de masse, de défauts, de trucs du genre. Et votre général est une de vos seules créatures et une bonne créature du coup. Donc c'est une approche qui n'est pas inintéressante. Ça pose encore la question de Saskia, parce que Saskia, ça reste aussi une bonne créature qui a vigilance, célérité, qui colle 6 à chaque tour, etc. quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie question qui se pose. Donc on a un peu fait le tour de tous ces decks potentiels. Et qui n'ont pas du coup le même potentiel. Je vous ai dit, il y en a qui ont déjà été très proches des top 8 comme Lord Windgrace c'est proche, il y en a qui ont déjà performé dans d'autres pays comme Leovold et il y en a qu'on m'a déjà recommandé avec des match-up pas inintéressants comme Varina. Donc voilà, faut vraiment creuser ça et c'est là où j'aurais du mal à vous dire ensuite tiens lequel va faire un prochain ou lesquels sont les meilleurs, etc. parce que maintenant il faut s'y coller, il faut tester en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il faut, pour chacun de ces decks-là, il faut vous dire tiens, moi celui-là, je l'ai vu dans la liste, il a tué mon œil, je me dis ça doit être super sympa, très bien, je vais le monter et je vais persévérer. Et vous verrez que les joueurs qui font top 8, c'est souvent des joueurs qui ont persévéré, aussi bien dans ce qui est s'améliorer à Magic que apprendre à prendre en main un deck, apprendre ses match-up, apprendre à gérer les différents decks qui sont là dans le metagame. Donc c'est persévérer dans le format en fait. Et plus que quels généraux ont du potentiel, comme vous voyez il y en a énormément. La question c'est est-ce que vous êtes prêt à choisir un général et vous y tenir et persévérer. Et ça va être vraiment ce qui va faire la différence, aussi bien en Magic que dans la vie. Et là-dessus je vous laisse méditer et je vous dis à bientôt.